Yes, man, à bout de te salut. Skanké de venir pour prendre la parole. Ça qui est, man, pour humain, ça qui est, pour sentir. Check style, man. Quand il nous pas demander, man, car nous sommes la veine près. Check ça, man. Hey, badang, dang, 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 badang, dang, dang. Hey, madou manoué. Oui, manoué, qu'on fait noué, couler. La pour moi, ça fait bon monde pain. Vous voulez aller les blancs, mais tes ancêtres, moi, je fais. Fait nous foyer supérieur. Et quand nous inférieurs, madou bon noué. Pas fier d'être nous, personne pièce comme pas les sorties, y'a que le monde qui te noie. Tout le monde est gaillichonné, en belle coule éclair, à quoi que ça guerre la vie, en l'homme meilleur, l'autre jour, en frère du masque qui qu'on voit en belle ou noie. Car les faits comme Michael Jackson, nous qu'elle vient plus clair. Donc, nous avons fait pour qu'on fait, pour un bon misère, la langue nous drive seulement dans yo-yo, car ouais, m'a dit ma fière d'yet neg, ma fière d'yet neg, fière d'yet neg, ma fière d'yet neg, fière d'yet noie, ma fière d'yet noie, fière d'yet noie. Écoutez ça, m'a dit, joie qui dans le chemin qui fait ma pied dans la peau, qui fait ma pied dans la pomme, m'a dit. Tu vois qui dans le chemin qui fait ma pied dans la pomme. Hey, tu vois qui dans le chemin qui fait ma pied dans la pomme. Soleil là qui brille, mais qui fait comme moi aussi noir. Non pour les moi premier qui habite la terre. Pas chez mes fait garder comme Adam en ouais. Non l'esprit marié, pas qu'à fondre sous la chaîne. Ma ma pierre d'yet noir, ma pierre d'yet noir, fière d'yet noir, ma pierre d'yet noir, fière d'yet noir, ma pierre d'yet noir, fière. Écoutez ça. M'a dit, je vois qui dans le chemin qui fait ma pied dans la pomme. Je vois qui dans le chemin qui fait ma pied dans la pomme. Merci d'être venu. Nous venons tout à l'heure de déposer une gerbe de fleurs à la place du partage. C'est une place qui a été faite pour commémorer les martyrs. Mais là, on va continuer le programme. Nous allons commencer par regarder des films et en présence des réalisateurs, Sylvie M. qui est là. Après ce film, on va avoir un moment d'échange. Ça se présente comme une conférence, mais ce n'est pas vraiment une conférence parce que les conférences, c'est qu'il y a une partie qui détient le savoir et d'autres non. C'est nous tous. Vous voulez intervenir, vous intervenez. Comme on n'est pas assez nombreux, ça va aller. Et merci que vous soyez là parce qu'avec le bac de Paris Saint-Germain, la chaleur, vous êtes quand même venus. C'est une bonne chose. Et je profite pour remercier la médiathèque de nous avoir donné cette salle. Je remercie Ludovic Barr, le directeur de régie de proximité qui nous soutient, sans oublier mon ami de toujours, Moustapha Benramou, et puis Sylvie le réalisateur qui s'est déplacé, ainsi que vous d'être venus. Sylvie, quelques mots, et Moustapha, quelques mots. Bonsoir, merci d'être là. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que les vidéos vont parler. Et voilà. Si vous avez envie d'échanger après, je suis disponible. Bonne projection. Bonne projection. Et pour finir sous une inspiration d'Aimé Césaire, je dirais noir je suis, noir je resterai. Ce à quoi je rajoute l'humanité qui est une lumière, non une couleur. Merci à vous. Et justement, quand tu nous as amené justement à Gorée, il y a quelque chose qui justement m'avait marqué. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'était? C'est les sculptures qu'on a trouvées dans le bureau du maire. Ah ouais. Parce que c'était un de tes amis qui était sculpteur, qui avait fait cette sculpture qui était dans le bureau du maire de Gorée. Oui, oui. C'était un de tes amis, je crois. Ouais. C'est ça. Ah, voilà. Exactement. et ça, c'est un truc qui était. C'est vrai, c'est. Ah non, c'était. Ça a été un moment fort pour moi. Arriver à Gorée. Oui. Tu nous amènes. On est invité par le maire de Gorée. Et sur le bureau du maire, je vois la tête de mon ami d'enfance. Non, mais c'est. Oh, c'est vrai, c'est. Tu vois, je suis. Ah ouais. Et il m'avait raconté cette histoire. Hein.
C'est-à-dire que lui, quand il était parti à Gorée, parce que il y avait un événement qui avait été fait Ah oui. pour les Antillais, Oui. qu'ils avaient appelé ça la porte du retour. C'est pour ça. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait cette porte blanche. Exactement, oui. Et aussi la sculpture qui vient de Guadeloupe. Voilà, aussi, qui est parti là-bas. Le tombeau qui était à côté. Voilà, oui. Et lui, il m'avait raconté ça en revenant du Sénégal. Beaucoup. Liberté, je ne la vois pas. Qui veut gagner? Égalité, je ne la vois pas. Qui veut gagner? Fraternité, je ne la vois pas. Qui veut gagner? Et qui c'est qui trime dans tout ça? Liberté, je ne la vois pas. Égalité, je ne la vois pas. Fraternité, je ne la vois pas. Et qui c'est qui trime dans tout ça? Qui veut gagner? Merci beaucoup, merci. Et comme on vous a dit au début, après le film, nous allons avoir un moment d'échange. Est-ce que vous pouvez applaudir? Oui. En tout cas, on remercie beaucoup Sylvain M, Moustapha et Ludovic. Et merci aussi à vous. Alors, le thème d'aujourd'hui, si vous avez vu les affiches, des luttes jaillit la liberté. Malheureusement, on a commencé avec un peu de retard parce qu'il y a eu quelques problèmes par rapport au canicule. On va faire un bref rappel des luttes parce que on nous fait croire toujours que l'abolition de l'esclavage, c'était quelque chose de bonne volonté, tout ça. C'est faux. C'était des luttes. Toutes les luttes. On peut voir la décolonisation même en Afrique, en Algérie, au Congo. Ce n'était pas donné, ce n'était pas un cadeau. On l'a arraché. Vous voyez? Et moi, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, on va réagir aussi bien sur le film et les petites exposés que je vais vous proposer. Je vais essayer d'être bref pour dire les luttes jaillit la liberté. Avant de commencer, je vais essayer de lier un peu avec l'actualité. J'ai regardé cette semaine aux infos, les salariés de Samsung Corée vont recevoir près de 300 000 € de primes. Tout simplement parce qu'ils ont menacé de faire grève. Vous voyez? Et s'ils n'avaient pas menacé de faire grève, la grève c'est quoi? C'est une lutte. Ils n'auraient pas eu cette prime. Vous voyez? L'histoire, le dernier film, l'histoire des Antilles, des Amériques et de l'Afrique, on a essayé de nous séparer. Et moi, j'ai toujours dit, ce sont des Africains de part et d'autre de l'Atlantique. Un peu de chronologie. Le premier peuple de toutes les Amériques à avoir eu l'indépendance, avant même les États-Unis d'Amérique, le 4 juillet 1776, c'était ce qu'on appelait les nègres marrons. Ce sont nos frères africains qui ont été déportés, je l'ai dit, même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Ils se sont révoltés. Ils ont eu leur indépendance en 1713 à Palais de Saint-Basile. C'est le Monseigneur de Carthagène qui a proclamé l'indépendance au nom de l'Espagne. Et ensuite, en 1736, il y a eu la révolte des esclaves fugitifs en Guadeloupe, au nord-ouest de Guadeloupe. Et c'était très dur, il y a eu une répression, mais cela n'a pas dissuadé nos frères à réclamer leur liberté. En 1700,
1971, il y a eu la cérémonie des bois caïmans à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Et une semaine après, il y a eu la révolte. Il y a eu plus de 1000 blancs colons qui ont été massacrés. Et ils ont eu peur. Et une délégation est venue à Paris, ce qui a fait que la France a été le premier pays au monde à avoir aboli l'esclavage. C'était en février 1794. Mais avant aussi, et après, il y a un voyou qui est très applaudi ici en France, oui, qui s'appelle Napoléon, qui a rétabli l'esclavage le 20 mai 1812. Moi, je dis voyou parce que ça me rappelle malheureusement l'actualité. Il a fait des guerres avec tout le monde. Il a essayé de faire la guerre à nos frères à Haïti. Il a envoyé des troupes. Il a été écrasé à la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Malgré l'arrestation par traîtrise de Toussaint Louverture, mais c'était sans compter avec Jean-Jacques Dessalines qui a proclamé l'indépendance de Haïti le 1er janvier 1804. La France, non contente de cet affront, Napoléon ne s'attendait pas à voir des personnes qui étaient encore esclaves il y a quelques jours arracher leur indépendance. Comme disait le peuple algérien, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Ok? Et c'est la phrase aussi que Lumumba a prononcée le 28 décembre 1958 à son retour de la conférence d'Accra. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Napoléon était déçu. Il a vendu la Louisiane aux Américains. L'Amérique qui venait d'avoir l'indépendance le 4 juillet 1776. Il a vendu la Louisiane. Vous savez pourquoi ça s'appelle Louisiane? C'est un hommage à Louis XIV. Vous voyez? Et on parlait français. Et ceux qui parlaient français, on les appelait des Cajuns. Vous voyez? Et la France, toujours, non content de l'indépendance d'Haïti, il a fait payer une amende que Jean-Pierre Boyer a payée. Et cette amende-là, un pays qui venait d'être libéré n'avait pas assez de sous. Ils étaient obligés d'emprunter dans les banques. Ils ont payé la dette, mais il fallait payer aussi des intérêts. Le problème que connaît Haïti, moi je l'ai dit, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il vienne m'apporter la preuve contraire, la première république noire de l'histoire. Et il y a des personnes au monde qui n'aimeraient pas voir Haïti progresser. Pour dissuader nos frères qui sont encore des colonies, en disant voilà, première république noire de l'histoire 1804, ils sont indépendants, où est-ce qu'ils en sont? Ça a même réussi à convaincre un monsieur qu'on respecte, que je respecte, qui s'appelle Aimé Césaire. En 1946, avec la loi de départementalisation, on lui a posé la question plus tard s'il regrette. Il dit, comme ils disent la situation des pays indépendants aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont? Vous voyez? Alors, pour finir, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne veut pas dire. S'il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui sont devenus indépendants, c'est grâce à nous, Africains, particulièrement nos amis d'Haïti. On parle souvent de Simon Bolivar. Simon Bolivar était écrasé. Il était obligé de s'échapper sur une chaloupe jusqu'à l'île de Saint-Domingue. Je dis l'île de Saint-Domingue parce qu'aujourd'hui c'est divisé. Il y a la partie espagnole et la partie ex-française.
qui correspond à la République dominicaine et Haïti. Il est parti là-bas, il est parti là-bas demander l'asile. Il a été accueilli par un monsieur qui s'appelle Alexandre Pétiot. Alexandre Pétiot a fait la guerre du côté des Français contre Toussaint Louverture, etc., à la bataille de Verviers. Il était métis. Un de ses parents était français. Et quand il a compris qu'il se battait contre ses frères, il est devenu plus patriote que jamais. C'est lui qui a remplacé Jean-Jacques Dessalines après son assassinat. Et à son époque, Haïti était divisé en deux. Au nord, c'était les royaumes, où il y avait le roi Christophe. Au sud, ils ont maintenu la République. C'est lui qui régnait là-bas. Et il a vu, comment il s'appelle, Simon Bolivar. Il dit, écoute, au lieu d'être en exil ici, nous on peut t'aider à libérer ton peuple. Il a fourni des armes, des hommes à Simon Bolivar, mais une seule contrepartie. Vous savez lesquelles? Il a demandé à Simon Bolivar, toutes les terres que vous allez libérer, vous abolissez aussi l'esclavage. Est-ce que les pays ont, ces pays libérés, est-ce qu'on respectait leurs promesses ou pas? C'est l'histoire qui nous le dit. En Argentine, on a massacré presque tous les Noirs. On n'a qu'à voir dans leur équipe nationale, il n'y a pas de Noirs. On dirait comme si les Noirs n'existaient plus. Il y a un ami qui a fait un film pour démontrer les origines africaines du tango, et cet ami a des problèmes maintenant pour financer ses films. Un jour, je l'inviterai à Viltablaise, on a déjà montré quelques-uns de ses films. Et on a aboli l'esclavage d'une façon formelle, mais on a maintenu le néocolonialisme qui sont aussi d'autres formes d'esclavage. Et cette semaine, on a abrogé les codes noirs. Là, maintenant, il y a une discussion. Est-ce qu'on doit parler d'abrogation ou on doit annuler? Ça, c'est un juriste. Voilà, je ne veux pas être trop long. Il y a Silvio, si tu veux ajouter quelque chose, et après, on va donner un micro, vous réagirez, on fait les échanges. Bon, ben moi, je préfère justement échanger. Donc, si vous avez, je ne sais pas, des questions, des interrogations. S'il y a des questions, il y a Moustapha qui va vous passer le micro. Déjà, je peux féliciter José, toi et Silvio. Je connais Silvio depuis 2-3 heures. Donc, voilà, grâce à José. Écoute, moi, tu connais mes engagements personnels depuis des années. Je suis très heureux que tu aies pu, avec Silvio, faire cet après-midi. Puis, les films étaient très intéressants. Et surtout, le dernier sur la visite de Dakar, l'île de Gorée, tout ça. Et c'est aussi, pour moi personnellement, c'est un pied de nez au discours d'un homme qui maintenant va rentrer dans les poubelles de l'histoire, le 26 juillet 2007, sous la plume de Laurent Guénaud, l'ancien président de la République Sarkozy, qui avait dit que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Grâce à ce film, grâce à ce témoignage, c'est le contraire, voilà. Donc ça c'est important, et comme je le disais depuis José, dans cette discussion depuis des années, on parle beaucoup de mémoire, d'histoire surtout, et ce côté intellectuel qui est important, à la fois la mémoire écrite, par l'histoire, qui doit être écrite aussi non pas par d'autres personnes qui ne sont pas concernées, mais aussi par des descendants. Ça, c'est très bien le format que vous avez présenté. J'espère à ce mobile du 93. Pour moi, c'est ce que j'essaie de porter avec mon association et aussi en tant qu'administrateur de la régie de proximité. C'était juste pour vous féliciter pour cette excellente
Merci. En tout cas, merci. Merci de nous avoir invités en tout cas. Bonjour, moi je voulais juste apporter mes impressions face à ce film et l'intervention. J'ai rigolé un peu, mais en fait on ne devrait pas rire, on devrait pleurer quand tu as parlé de voyou pour Napoléon. Mais en fait, le problème c'est qu'on a laissé les autres écrire l'histoire. Et voilà, et du coup, quand c'est pas la même version. Moi, je suis originaire d'Algérie, c'est la même chose pour la guerre d'Algérie, pour le colonialisme, et c'est ça. Et d'où l'importance de devoir de mémoire et de transmission à nos générations futures, parce que là, on a encore les anciens qui transmettent, mais si on ne transmet pas, qui va transmettre à la génération future? Et c'est vraiment très important. Là, quand j'ai vu, par exemple, quand il est parti à Dakar, moi j'ai une petite anecdote. Moi j'ai ma fille qui est mariée à un Sénégalais, et il a 25 ans, il n'avait jamais été au Sénégal. C'est après le mariage avec ma fille qu'il est parti et qu'il a découvert ses racines, ses origines. Et c'est ça en fait. Et il faut vraiment qu'il y ait ce devoir de mémoire et de transmission. Et je pense que la jeunesse qui arrive, elle a cette ambition, elle a cette âme. Parce que notre génération, nous, on est première génération, on est en France, nos parents nous disaient attention, pas trop de bruit, raser les murs. Et nos enfants, eux, non, ça se passe pas comme ça. Je pense que les enfants, nos quartiers, c'est de là que c'est grâce à ça que ça va changer. Et c'est important. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai été très émue. Et puis, toutes ces victoires, on les a gagnées, on a été les chercher, on les a arrachées. On nous a rien donné, que ce soit l'esclavage, que ce soit les pays qui ont gagné leur indépendance et leur rapport de force. Il n'y a que ça qui marche. Et malheureusement, beaucoup de sang, beaucoup de morts, mais on était obligés de passer par là. Et bravo et merci. Merci beaucoup. Moi, ce que je vous propose, chaque fois que vous prenez la parole, de vous présenter. Et c'est bien de parler de l'Algérie. Vous savez, les fachos essayent de monter le peuple entre eux. Et je dis le mot même de capitalisme. On a essayé de monter les Africains du Nord contre les Africains subsahariens. Mais il y a des personnes intelligentes qui essaient un peu de gommer ces frontières. Je vais donner quelques exemples. L'indépendance d'Haïti. Il y avait un Martiniquais qu'on a envoyé là-bas à l'hôpital de Blida comme psychiatre. France Fanon. Oui, mais qui est devenu Omar Ibrahim Fanon. Ok? Il a compris qui dit psychiatre, ça veut dire traiter des gens qui ont la tête pétée. Et il recevait pas mal de malades. Il a voulu comprendre. Avant, même en étant psychiatre, il a fait la psychanalyse pour lui-même. Lui qui a fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais comment on les a remerciés? Il faut savoir en Algérie, on parle toujours des débarquements de la Normandie. On ne parle pas souvent des débarquements de la province. On a été fait une guerre qui n'était pas le nôtre. Vous voyez? Et quand on leur a promis, après la victoire, on va avoir l'indépendance, à Sétif, ils faisaient la fête. Il y a eu des massacres de Sétif, de Kelma, une autre ville. Jusqu'à ce jour, les historiens ne savent pas combien il y a eu de morts, mais il y a eu beaucoup par milliers. On parle de Dakar et de Gorée, mais il y avait d'autres portes aussi, en Afrique. Je pense à Pointe-Noire. Et je vous signale, il y a une ville
en Guadeloupe qui s'appelle Pointe-Noire. Et Pointe-Noire, il y a beaucoup de nos ancêtres qui sont partis par là. Et non seulement la construction des chemins de fer Congo-Océan, il y a beaucoup qui sont morts. Et on a été chercher nos frères dans les Sahel, Sénégal. Ils sont venus avec toute la foi pour aider. Ils croyaient peut-être que ça va alléger les gens, les transports. Non. Ces chemins de fer, c'était plus pour les marchandises, évacuer nos richesses vers l'étranger. Et pour finir, c'est bien de parler de l'Algérie. Il y a quelqu'un, je citais le nom, Patrice Emery Lumumba, qui s'est fait tuer dans des conditions atroces. Il n'est pas le seul. Hein. Il y en a aussi qu'on a tué comme ça pour dissuader les gens de faire la révolution, d'évacuer des voies. On a dissous son corps dans la cime. Ok? Mais, qui a vengé la mort de Lumumba? C'est l'Algérie. Il y a un des assassins de Lumumba, Moïse Chobé, qui était en exil en Espagne, et son avion a été détourné par Francis Bodnar, qui était le commanditaire. On ne sait pas. Moi, j'ai une idée. Et il a atterri à Alger. Et il a été mis en résidence surveillée. Vous voyez? Et Mobutu, qui a pris le pouvoir, avait promis de l'argent pour qu'on lui livre Chobé. Les gouvernements algériens, par la bouche du jeune porte-parole qui était aussi ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelait Abdelaziz Bouteflika, qui a répondu à Mobutu en disant « Quelqu'un qui a trahi l'Afrique, il faut qu'il y ait un jugement international. On ne peut pas le livrer comme ça. » Et il est mort à Alger le 30 juin 1968. Et pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y a un joueur algérien qui s'est moqué de celui qui faisait le monde. Et le service de la présidence de la République d'Algérie a appelé la fédération en disant « Vous arrêtez, il faut respecter ce monsieur. » Et ce joueur-là, on lui a fait passer un savon. Il a présenté des excuses. C'est pour dire, chaque fois qu'on essaie de nous séparer, pour que le capitalisme puisse bien nous exploiter, et nous devons faire l'effort de nous unir. C'est le film La route de la mémoire montre comment l'unité nous permet. Oui, Ludovic. Merci Silvio pour ce travail de mise en image de toute la réflexion portée sur la mémoire par de nombreux artistes, militants et acteurs de la lutte contre l'esclavage et la colonisation. Connaître son passé et son histoire, mais aussi celles et ceux qui font notre société, c'est mieux comprendre d'où nous venons pour savoir où nous allons. D'autant plus dans la société actuelle que nous vivons. On parle souvent de devoir de mémoire, on le voyait très bien dans le film. Je partage cette idée, mais je la compléterai par un devoir de la société envers tous ses citoyens et plus encore envers les femmes et les hommes libres que nous avons réduits en esclavage, ainsi que leurs descendants. C'est dans cet esprit qu'Habitaneuse, terre de lutte et d'engagement, un important travail sur les mémoires a toujours été mené. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être la place des partages, pensée à l'origine comme un lieu de transmission et de rencontre autour des mémoires justement. Cette rencontre se tient aujourd'hui dans cette médiathèque, autre lieu de transmission de mémoire. Sans vouloir polémiquer, je tiens néanmoins à dire ici ma fierté que cet événement ait lieu dans cette médiathèque qui devait initialement porter le nom de Marie Scondé, dans la continuité de l'histoire et des valeurs de notre ville. La majorité municipale de l'époque a finalement fait un autre choix, je le regrette, car ce nom aurait eu toute sa place ici. Dans le film, il y est question des commémorations des 10 mai et du 23 mai. La dernière fait écho à la Grande Marche de 98, moment important de reconnaissance et de mobilisation des descendants d'esclaves. Je trouve également regrettable que cette commémoration n'ait plus lieu dans notre ville, par cette majorité actuelle, d'autant plus que compte parmi la majorité des descendants d'esclaves, même des descendants de femmes et d'hommes libres réduits en esclavage. C'est précisément pour cela que le travail de mémoire demeure indispensable. Non pas pour regarder le passé avec nostalgie ou culpabilité, mais pour comprendre notre histoire commune.
reconnaître les blessures que l'on traversait et construire ensemble une société plus juste, plus fraternelle et plus consciente de ce qu'il a fait. Des luttes jaillit la liberté, tu disais José. Je partage pleinement cette idée. Et d'ailleurs, comme tu le soulignais, l'histoire nous en donne de nombreux exemples aujourd'hui. J'ose en citer un dernier, tu en as parlé très bien, l'abolition du Code noir. Elle démontre que ce n'est jamais accordé spontanément et que c'est bien les luttes qui amènent vers des avancées et vers une liberté qui aujourd'hui est fortement remise en cause. Merci pour ce message très puissant. Donc moi, juste pour vous dire un petit peu pourquoi je fais ce travail, parce que moi, quand je suis arrivé en France en 1999, je ne m'étais jamais interrogé sur mon identité de Français, parce que je viens de la Martinique, et qu'en Martinique, tous les Français sont noirs comme moi, en fait. Et donc, quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à me faire fouiller, j'ai commencé à me faire humilier dans la rue, parce que pour moi, me faire arrêter à Châtelet en me mettant en position de je sais pas quoi, bras écartés, ben, c'est un outrage à la personne, en fait. Et de là, j'ai commencé à m'interroger, je me suis dit, mais pourquoi ça se passe, quoi, je comprends pas, quoi. Alors que je suis en France. Donc, et d'ailleurs, ces filles qui se permettaient de faire ça, c'était qu'à la fin qu'ils me demandaient mes papiers d'identité, et quand je sortais de la carte d'identité, ben, au tout début, j'étais un peu frustré, et après, j'ai commencé à m'amuser avec eux, à leur dire, les gars, vous savez ça, je n'ai pas choisi de l'avoir, quoi. On me l'a imposé. Donc maintenant, apprenez votre histoire, et sachez qu'il y a aussi des Noirs français. Et c'est pour ça que dans un des films, vous avez vu, à la fin, j'ai mis « Mémoire d'un nègre français ». Et j'ai joué avec les mots, parce que moi, j'adore ça. Et ben voilà, moi, j'apprends à connaître mon histoire, parce que surtout que moi, je suis un humain avant tout, parce que j'ai en moi tous les sangs des êtres humains. Donc voilà. Donc pour moi, et le slogan de notre festival, c'est pour ça qu'il est « L'humanité est une lumière, non une couleur ». Donc je pense qu'il faut qu'on se respecte en tant qu'humain. Et malheureusement, encore aujourd'hui, l'humain est dans de la bêtise, l'humain est dans de la connerie, à tuer d'autres humains. Et je trouve ça complètement aberrant. Parce que l'homme s'est élevé à dire qu'il est, on va dire, je sais pas quoi, l'être le plus supérieur sur cette planète. Ben moi, en tant qu'humain, j'ai honte d'être un humain quand je vois les agissements de certains humains. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je voulais compléter. Je rappelle qu'il y a des bouteilles d'eau. N'hésitez pas, on est en famille. Il fait chaud. Servez-vous. Alors, il y a une chose. Des luttes jaillit la liberté. Ça devait être un slogan. On vient de parler de l'abolition des codes noirs. Pourquoi c'est arrivé à ce moment? Ce n'est pas par hasard. Moi, mes enfants, moi je suis d'origine congolaise. Je préfère dire congolaise. Et souvent on me dit, est-ce que comment tu fais ça Congo-Brazzaville? Moi je suis congolais. Ok? Parce que on devait avoir même 4 Congos. Oui. L'Angola, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville et une partie du Gabon. Vous voyez? Alors, moi, mes enfants sont nés ici. Ils n'ont jamais eu l'occasion de découvrir l'Afrique. Et ils dorment, ils rêvent la France. C'est leur pays. Mais pour certains, on parle français de souche, français de ceci, cela. Mais maintenant, beaucoup de nos enfants commencent à prendre conscience que c'est leur pays. Parce que la même question peut poser aussi aux Américains ou aux Australiens. L'Australie, c'est le pays des Bushman, mais c'est eux qui règnent, qui sont les chefs d'État. L'Amérique, là où il y a les Nations Unies, c'est le terre des Indiens, Manhattan. Il y en a encore des descendants des Indiens Manhattan. Il y a des Cherokees. Bush, comment il s'appelle, Trump, ses parents sont d'origine allemande. Ok? Je n'ai jamais vu un président
qui est d'origine indienne ou amérindienne, comme on dit. Ok? Maintenant, nos enfants commencent à avoir conscience que c'est aussi la terre. Ça a commencé à New York. Un musulman qui n'est même pas né aux États-Unis, qui est devenu maire de New York, la capitale économique, de la plus grande puissance économique qui se dispute avec la Chine. Devenu maire, un président capitaliste qui est là, il n'était pas content, mais il ne pouvait rien faire. Parce que les rapports de force n'étaient pas à sa faveur, là et ici. Ici en France, les dernières élections, il y a beaucoup de ce qu'ils appellent des racisés sont devenus maires. Ok? Ça a posé question. À côté de chez nous, ils ont fusionné les deux villes, Pierrefitte et Saint-Denis, mais ça n'a pas joué à leur faveur. C'est Bakayoko. Il a reçu des insultes, même des personnes que je respectais. Je ne pensais pas qu'ils allaient tenir des propos comme ça. Et je n'ai pas entendu Macron sortir un communiqué pour dénoncer tout ça. Normalement, on est dans la communauté nationale, on devait dénoncer ça. Vous voyez? Et maintenant, les rapports de force, ce n'est pas venu comme ça, ce n'est pas une génération spontanée. Hein. Nous avons subi des brimades. Beaucoup d'entre nous ont été tués, même dans les commissariats. On nous appelle agents de l'ordre. Et quand les agents de l'ordre ôtent la vie, je me demande où se trouve l'ordre. Vous voyez? Voilà où on en est. Donc, du coup, ce sont des luttes. Je m'arrête là parce que je parle beaucoup. Malek. Ça fonctionne là? Bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Moustapha, merci José. Et je suis très content d'être là. D'ailleurs, je suis un peu ému parce que je suis allé à Douro il y a 30 ans. Et donc, voilà, c'est un peu un retour dans le passé. Et je m'étais à l'époque déjà très impressionné. Ça m'a énormément ému. Donc, on voit les images un peu, ça m'a rappelle un peu. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire, effectivement, parce que moi, un film comme celui-ci, ça me interpelle, ça m'interroge sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'être un être humain, effectivement, l'histoire de la communication, de la traite négrière, ça doit parler à tout le monde. Hein. Ce sont des événements tragiques et ça touche toute l'humanité. Vous disiez, je suis noir, je disais César, je suis noir, et je reste noir. On est tous noirs quelque part, et cette histoire tragique, c'est l'histoire de l'humanité. Et je pense qu'il faut qu'on puisse, comme disait Madame, il faut qu'on puisse la faire connaître à beaucoup de monde, la transmission des événements, la transmission de l'histoire. Il y a Nietzsche qui disait à quoi sert l'histoire, effectivement. Si les choses reviennent d'année en année, de siècle après siècle, on peut se poser la question de savoir à quoi sert l'histoire. Et il faut absolument travailler sur le devoir de mémoire, faire connaître ces événements-là à notre jeunesse qui ne sait pas, qui ne la connaît pas. Et donc il faut transmettre cette histoire. Moi je suis allé plusieurs fois en Afrique et beaucoup de personnes ne connaissaient pas l'histoire de leur pays, notamment sur des événements tragiques. Hein. Et donc je pense que le travail de mémoire est hyper important. Voilà ce que j'avais à dire. J'avais également, vous avez dit aussi quelque chose de très intéressant concernant l'esclavage moderne. On parlait tout à l'heure en nous promenant au Sénégal, en disant qu'ils sont payés, je prends avec des copinettes, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Le rapport qui est aujourd'hui entre les patrons et les employés, les ouvriers, sur les écarts de salaire, sur la misère sociale, la pauvreté qui règne partout en Europe. Je pense qu'il y a une analogie à faire entre l'esclavage ancestral et l'esclavage moderne qui continue, mais d'une manière différente. Et puis je terminerai par le fait de transmettre l'histoire par le prisme de la culture. Je trouve ça très bien. À travers le théâtre, la musique, la poésie, l'écriture. Je pense que l'histoire doit aussi
pouvoir s'aborder par d'autres biais. Donc je trouve ça très intéressant d'aborder l'histoire par le prisme. Justement, je me suis justement associé avec différents artistes et on est dans cette démarche. Donc nous, on est prêt à transmettre l'histoire à travers notre art à tout public et aussi en particulier aux écoles, aux étudiants. Donc si vous avez besoin d'expositions, de conférences, de faire un travail pédagogique avec les élèves, avec les étudiants, on est ouvert à ça. Et voilà, parce que justement, on a pris conscience que maintenant, il faut transmettre. Mais avant de transmettre, il fallait que nous-mêmes, on ait un maximum de connaissances pour pouvoir le faire. Parce que ça ne sert à rien de transmettre si on ne connaît pas. En fait. Donc il faut d'abord connaître son histoire, s'en imprégner. Et je pense que moi, en toute modestie, j'ai plus de 20 ans de recherche. Le festival des abolitions, je l'ai créé en 2004, mais la vraie première édition a eu lieu en 1999. Ça ne s'appelait pas encore festival des abolitions. Et voilà, donc je ressentais déjà les choses par rapport à la loi Taubira, etc. Mais en tout cas, je suis conscient que c'est à nous de raconter notre histoire, parce qu'elle a toujours été racontée par les autres. Comme il disait aussi au tout début, le petit reportage que vous avez vu, ça c'est justement, c'est un reportage que j'ai fait avec différentes personnalités. On va aller sur YouTube le voir, pour marquer les 25 ans de la loi Taubira. Et voilà, donc j'utilise ce médium, qui est la vidéo, et j'utilise aussi la culture, où je fais intervenir des gens de tous les horizons artistiques et culturels à s'exprimer sur ces thématiques, esclavage, la colonisation, et voilà. Donc, merci. Je vais rajouter un élément. Tout à l'heure, tu parlais du mai 45 en Algérie. Donc, oui. Il y a cette Ilma, le troisième ville, c'est Kinkra. Kinkra, concernant le Moumba, avant qu'on ait dissous son corps dans l'acide, on l'a d'abord découpé, et ensuite on l'a dissous dans l'acide, justement pour ne pas qu'il puisse avoir une sépulture et que les gens viennent se recueillir sur la tombe des martyrs. Oui, merci de compléter ça. Et les enfants de Lumumba ont été accueillis au Caire, à Algérie. Et d'ailleurs, l'Algérie, parce que presque tous les révolutionnaires du monde sont passés par l'Algérie. Il y avait comme un Kwame Touré, qu'on a connu par le nom de Stockholm Kamika, était là-bas. Il a été brièvement le mari de Pierre Makeba. Pierre Bouyoya, de Burundi, est passé par là. Bon. Mais, je vais souligner quand même quelque chose dans les films. On a montré un portable. Ok? C'est pas anecdotique. Mais vous savez, moi j'ai un portable là, un téléphone mobile. Mais ça fait des ravages, particulièrement dans l'est de mon pays. Qui viennent voler, ok? C'est pas la première fois qu'on va voler notre pays. L'envol 2, on sait. Il n'avait même pas besoin de mettre les pieds dans mon pays. Il a volé. Mais maintenant, il vole les coltans. Au lieu de voler, il massacre. Et c'est surtout, les victimes, ce sont les femmes. Je suis très content qu'il y ait des femmes dans la salle. Et les enfants qui étaient là, mais qui sont partis. Mais les femmes sont violées, non pas pour rappeler un baiser sexuel, mais c'est pour humilier avec des objets contournables. Et il y a un Congolais qui les soignait, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Il a échappé à la mort à plusieurs fois. Et ce qui a amené les gens qui voulaient l'assassiner, ce sont nos propres frères. Ok? Bon. Nos richesses. Je parlais tout à l'heure des pointes noires. Vous remarquerez des pays d'Afrique où il y a souvent des guerres, c'est des pays où il y a des richesses. Va demander au ministre de l'économie du Congo-Brazzaville combien ça s'appelle Total, je ne sais pas comment. Hein?
Total, je ne sais pas quoi. Hein? Combien de volumes, de tonnes de pétrole qu'il exploite au Congo? Les autorités ne savent même pas. Combien de tonnes, ok? Combien de tonnes de coltan qui sortent des sols de Congo-Kinshasa et que ça passe par le Rwanda et c'est le Rwanda qui les vend à l'international. Et tout le monde sait que le Rwanda ne produit pas ça. Vous voyez? Il faut qu'on soit vigilant. Et je salue, ici à Ville-d'Anès, on a pas des descendants des héros. On a, par exemple, ici, les descendants des Hadj, de Ahmed Hadj, un des héros de l'indépendance de l'Algérie. Et en Algérie, dans les femmes, on peut citer Lala Fatma Souma. Il y a aussi des femmes, la mélatrice Solitude, Kimpavita, Marie Mouilo. Vous voyez, il ne faut pas qu'on oublie aussi le rôle des femmes dans les luttes. Les femmes qu'on essaie un peu maintenant d'humilier, de maltraiter dans toutes les guerres, partout au monde. Voilà. Ben pour moi, tout ça est né du même système, en fait. C'est de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et c'est aussi dans l'air. Voilà, comme dirait Coluche, hein, c'est ça, un petit peu. Non, mais je pense qu'il faut que, voilà, quoi, pareil, la division. D'ailleurs, l'homme et la femme, dans la symbolique même de la vie, sont des compléments l'un de l'autre. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité dans l'humanité. On est tous complémentaires. C'est la société qui a voulu oui, voilà, c'est pour ça que mettre la voilà, femme et l'homme. C'est pour ça que je parle, c'est un système. Même dans le féminisme, hein, je veux dire, quand on lutte pour les femmes, on est aux côtés des hommes. On n'est pas contre les hommes. On veut juste rétablir. Et souvent, on fait cet amalgame. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans les pièges de ce système et savoir qu'est-ce qu'on doit défendre vraiment, en fait. Est-ce qu'on défend chacun nos intérêts personnels et voilà, alors que on voit bien que ce soit homme ou femme, il y a encore plein d'injustices sur cette planète. Et toutes ces injustices sont causées par des êtres humains. C'est pour ça que moi, je préfère parler de l'humanité que de parler de différence. Parce que à part ce système crée des problématiques à partir des différences. Alors que la vie elle-même a fait que les choses sont différentes pour que la vie soit belle. Justement, j'aime dire, qu'est-ce qui est mieux entre une rose rouge et une rose blanche? Pour moi, il n'y en a pas de meilleur. Au contraire, c'est le fait qu'il y ait une rouge et une blanche qui fait la beauté du monde. C'est pour ça que les êtres humains, ils sont tous de différentes couleurs. C'est pour ça aussi. Donc, à partir du moment où on fait une problématique de la différence, ben c'est là qu'on crée des problèmes. Alors que la différence, pour moi, c'est une richesse. Donc, il faut qu'on apprenne à respecter ce que la nature nous a généreusement donné et qu'on l'entretienne, parce que pour moi, ce serait ça notre première mission d'humain sur cette planète, avec l'intelligence qu'on prétend avoir, la supériorité qu'on prétend avoir. On ne devrait pas détruire une planète qui nous met à l'aise généreusement. Je suis désolé. Tout ça pour se remplir les poches de quelque chose qui ne pourra même pas nous nourrir demain matin, une fois qu'il n'y aura plus d'arbres, pour parler des Indiens. Donc on a des sages, depuis des siècles aussi, qui nous donnent une autre manière de penser, une autre manière de voir, et à nous de voir où est-ce qu'on va avec tout ça, quoi. Et à nous de voir si on veut aller vers un monde plus apaisé, ou si on continue à entretenir. Donc pour moi, s'il y a une lutte à mener, c'est une lutte pour défendre ce qui est, et ce qu'on est. Voilà. Et non pas dire, moi je suis la femme, ou je suis l'homme, moi je suis de droite, je suis de gauche, moi je suis de telle religion, de telle... Non, pour moi c'est non. D'ailleurs, on est tous ensemble, et on est tous là parce qu'on doit faire une unité. Voilà.
Je ne partirai pas de cette salle sans dire quelque chose. C'est bien d'abolir l'esclavage. C'est bien. Mais je nous dis à nous tous, hein, il faut aussi s'émanciper de l'esclavage mental. François Fanon l'a écrit dans Masque blanc, peau noire. Bob Marley l'a chanté dans Redemption Chambre. Émancipez-vous, il faut que nous tous nous enlevons le complexe qu'on a. Des luttes jaillit la liberté. La lutte, c'est aussi de lutter contre les complexes qu'on a. Parce que la peur n'évite pas les dangers. Il faut y aller. On verra ce que ça donne. C'est comme ça qu'on est respecté. Ceux qui connaissent mon histoire à Ville-Tanneuse, j'ai reçu des coups, ok? Mais je n'ai pas eu peur de me faire écraser et je suis debout. Et il n'y a pas que moi, il y a pas mal, ok? Il faut s'émanciper de l'esclavage mental. Parce que je suis désolé, je suis content d'avoir dans la salle des gens qui ont osé se présenter au municipal. Il faut qu'ils continuent, parce que ce pays, c'est aussi à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aller aussi dans des associations. Parce que moi, je représentais la mairie, l'association des parents d'élèves. Il y a des parents qui ne vont pas dans les réunions des parents d'élèves. Ils envoient les grands frères, les grandes sœurs. Et il faut toujours être là où se prennent des décisions. Il ne faut pas subir aussi. C'est aussi ça aussi, s'émanciper de l'esclavage mental. On continue les discussions parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de s'échanger comme ça, dans toute liberté. Même si on essaie de nous bâillonner, mais on doit arracher ces bâillons. Juste un point que je voudrais aussi dire, et ça rejoint ce que tu dis, sur l'esclavage, sur la domination de l'homme par l'homme, c'est pas uniquement par le fait de supériorité physique, ou technique, ou technologique, c'est aussi psychologique. La domination, le mécanisme qui a été mis en place par les colons, c'est aussi un mécanisme psychologique. Et donc ça transcende l'humanité et ça passe à travers le temps. Effectivement, il faut s'affranchir de ça et de s'extraire de cette notion de supériorité qui subsiste aujourd'hui. Quand il y a des personnes qui se présentent en étant condescendants, ça vient aussi de cet inconscient qui passe à travers le temps, qu'on retrouve et ça a été toute la partie psychologique, psychique, ce mécanisme d'asservissement qui a été mis en place par les colons. Et c'est ce processus-là qu'il faut casser. Et là où je vous rejoins complètement, c'est pour ça que j'ai... En fait, le fait d'être un descendant direct de l'histoire de l'esclavage, ça me permet... J'ai une autre vision. Parce que par exemple, moi, j'ai reçu des coups quand j'étais plus jeune. Aux Antilles, c'était quasiment quelque chose de fréquent. Et avec le temps, en apprenant mon histoire, en comprenant mon histoire, j'ai compris que j'excusais mes parents, en fait. Parce que j'ai compris que c'était pas de leur faute. Puisqu'ils ont, pendant 400 ans, on les a éduqués comme ça. On leur a appris que pour faire obéir, c'était les coups. Moi, par exemple, ma mère ne prenait pas le temps de m'expliquer les choses. Et ma mère, elle est morte. Hein. Donc, je parle de paix à son âme. Et voilà, et j'adorais ma mère, je savais qu'elle m'aimait, parce que justement, j'ai jamais douté de son amour pour moi. Mais la manière de s'y prendre, j'ai compris que c'était parce qu'on lui avait transmis ça. Et je vais exactement dans le sens que vous allez. C'est-à-dire que nous, au lieu de nous dire ne touche pas au feu parce que ça va te brûler, on nous tapait quoi. Touche pas ça. Mais pourquoi il ne faut pas y toucher, on ne sait pas. Donc voilà. Donc ça c'est une anecdote par rapport à mon histoire en tant que descendant direct de cette histoire. Et c'est juste une petite vision pour aller dans le sens de ce que vous dites.
Et ce traumatisme, il va encore plus loin. J'ai pas besoin du micro. L'émancipation, c'est vrai que c'est primordial, mais c'est un processus qui est long et difficile. Parce que... Pas impossible. Non, pas impossible. Et d'ailleurs, moi je trouve que les choses avancent quand même. Mais quand on voit que les fachos, entre guillemets, ont mis la main sur les médias, donc ils dirigent un peu, c'est pas en allumant la télé qu'on va s'émanciper. Et d'où l'importance de ce genre de réunions, les associations, nous qui sommes racisés, donc c'est notre travail après s'être émancipés, de faire en sorte que les gens vont s'émanciper. Et c'est vraiment un travail, il ne faut pas attendre que les autres le fassent. Tu parlais de Bali, on peut parler de Bassi à Sarcelles. Ces élections, elles ont mis une claque à ces fachos, et on a montré que voilà, la France c'est ça. La France c'est des Bassi, c'est des Bali, c'est des Asdin Taibi Asta, et c'est ça. Et donc on doit vraiment s'engager et continuer, et vraiment quel dommage, quel gâchis qu'on ne soit pas la salle pleine. Et on doit aussi travailler sur la communication pour ramener du monde à ce genre d'événements, parce qu'il n'y a que comme ça. Il faut aller chercher les gens, il faut aller chercher dans les quartiers, il faut discuter, c'est un travail de fourmi, mais il faut y aller. Il faut y aller. Aussi, la vérité fait peur. Et juste pour des luttes jaillissent, je vais vous montrer juste une chose par rapport à cette histoire de coronavirus. C'est pas pour vanter mon île, mais la Martinique a été représentative des luttes par rapport à ce truc-là. Donc c'est juste pour vous dire que, en tout cas, moi, en tant qu'afro-descendant, j'ai la conviction que nous, on est les dignes représentants je ne sais pas comment dire ça, mais je pense qu'on a une force en nous qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on est là pour combattre les injustices. Parce qu'on en a tellement vécu, et c'est tellement ancré en nous, que quand on voit une injustice, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. C'est pareil, on est dans des combats depuis des années. La loi Taubira, c'est une chose, mais il y a un monsieur qui s'appelle Garcé Malsa, qui lutte depuis, même avant la loi Taubira, pour que l'esclavage soit réparé. Maintenant, chacun sa vision des choses, mais on a toujours été dans des luttes. C'est pareil, là, on parlait de colonisateurs, on a des béquets qui ont empoisonné la Martinique pendant des siècles. Là. Et ces mecs, ils ont eu un non-lieu. Et ça c'est récent. Oui, c'est ça. Et ça, c'est récent. C'est-à-dire qu'on veut parler de l'esclavage comme si c'était quelque chose qui était passé. Mais non, l'esclavage, il est encore là. Les séquelles sont encore là. Les actes sont encore commis de nos jours. Ce n'est pas quelque chose de passé, c'est quelque chose qui est ancré dans des mentalités, qui est inscrit. Et même, il y a des gens qui, sans le vouloir, c'est-à-dire qu'inconsciemment, ils sont racistes. Parce qu'ils ont été baignés dans ça, on leur a appris. Quand on te dit depuis tout petit que ta race est supérieure, que le noir c'est moins qu'un animal, toi tu finis par l'intégrer. Et quand tu regardes le noir en face de toi, tu ne le vois pas forcément avant tout comme un humain, tu le vois comme ce qu'on t'a appris. Et ça, c'est déjà pour moi, le premier responsable, c'est l'éducation nationale. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Et je vais vous donner l'exemple concret. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 enfants métis. J'en ai une qui ressemble à une métisse, et j'ai mon fils qui est tout blanc. Et ma fille, sa prof lui a dit une fois, « Ah oui, mais ton papa, il est noir. » Et ma fille lui a répondu, « Non, mon papa, il n'est pas noir, il est marron. » Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et Moustapha on m'entend? Oui.
Silvio, tu as fait une très bonne remarque. Par la chlordécone, ça c'est un crime d'État. C'est vraiment un crime d'État et je ne saurais pas comment t'expliquer. Enfin, c'est une humeur encore plus forte. La chlordécone, c'est un pesticide qui a été mis au point en 68 aux États-Unis. Et les Américains, c'était au Texas exactement, l'usine. C'était l'époque de la guerre du Vietnam, on fabriquait l'agent orange, tout ça. Et donc ils avaient des stocks. Et au bout de 6 mois, ils ont arrêté la production. Parce qu'ils se sont rendus compte que la chlordécone rendait malade les ouvriers. Donc il leur a resté un stock. Et c'est lui qui cherchait des pesticides à bon marché parce que les béquets qui sont venus pour acheter le stock. Et des hommes comme à l'époque Chirac, qui étaient des hommes, on peut devenir les ministères de l'Agriculture aussi, en 72-73, alors qu'aux États-Unis il était déjà interdit. Et on connaissait les propriétés de santé publique, enfin, des problèmes qui causaient, étaient utilisés. Et c'est qu'en 2012, moi, que j'ai découvert ce problème-là, parce que j'avais un professeur, un ancien directeur général de la santé publique française, le professeur William Nab, et c'est lui qui avait à l'époque, moi je suis des cours ce soir au CNAM, donc ingénieur en prévention, c'est un diplôme que j'ai préparé, et il me parlait que ce problème-là, ce problème sanitaire était connu depuis le début. Mais que des hommes et des femmes de l'État ont fermé les yeux. Et lui, il a fait faire une thèse par un de ses élèves. Je vais vous la donner si vous voulez. C'est lui qui a fait interdire, parce que la pollution, elle est sur plus de 50 cm. C'est-à-dire que le produit se dégrade en 600 ans. Et 99% des hommes sont atteints d'un cancer de la prostate. Et ça, ce problème-là, aujourd'hui, il y a des territoires entiers en Guadeloupe et en Martinique, parce que c'était une zone dans les Banamerais. Voilà, on savait. Mais comme c'était des gens très puissants, et que c'était le bout de la terre, comme toujours, hein, voilà, on disait, c'est pas, il n'aurait jamais fait ici. On est trop près. Mais celui, voilà, on a des conneries. Donc voilà, il ne s'est plus vraiment beaucoup pêché. Il ne peut plus manger les dents, enfin les fruits de la terre nourricière. Donc voilà. Et l'année dernière, il y a eu un très 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 bon reportage ici. Enfin, il y a des gens qui ont fait des choses sur ça. Et moi, c'est un travail sur lequel j'espère, avec d'autres personnes, on va présenter ça ici dans la continuité des luttes. Voilà. Parce que c'est très important d'alerter et de montrer que comment la vision, on peut avoir la vision qu'on a de nous, un peu des sous-hommes, des hommes qui existent pas, des gens qui sont transparents, on peut faire ce qu'on veut. Ben, c'est bien pour ça que je dis que l'esclavage n'est pas aboli et que justement cette mentalité continue de perdurer encore aujourd'hui. Parce que pour en revenir au chlordécone, pour moi c'est une autre forme de crime contre l'humanité. Et pareil, la Martinique, c'est le pays qui compte le plus de cancers de la prostate au monde, alors que c'est juste une île. Donc vous voyez bien que qu'il y a une vraie volonté de destruction d'une certaine catégorie d'humains. Et mais tout ça s'est construit, et tout ça continue à perdurer. Juste effectivement, sur une bonne forme d'esclavage, l'esclavage moderne, on en parlait tout à l'heure, sur l'accumulation de richesses. Et Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, avait mis ça en avant sur ce qu'il a appelé la notion de propriété.
qu'on a commencé à se dire, bah, tiens, il faut amasser un maximum de richesses. Et je pense que là, le mécanisme s'est mis en place entre ceux qui avaient beaucoup, les riches, et ceux qui n'avaient pas. Donc aujourd'hui, dans notre travail, on peut faire une analogie avec ce qu'on voit aujourd'hui. Les chiffres sont parlants. Les personnes issues de l'immigration sont le plus touchées par le chômage, par la précarité. Et donc, c'est aussi ça sur lequel il va falloir se battre. Et ça permet aujourd'hui, c'est une forme d'esclavage moderne qui, malheureusement, il y avait Charlie Chaplin qui avait montré aussi l'ouvrier qu'on exploite pour servir les plus riches, patron. Donc c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Malheureusement, les premières victimes des inégalités sociales, ce sont les gens issus de l'immigration. Donc il faut se battre encore sur cette nouvelle forme d'esclavage. Merci en tout cas, mais malheureusement, on nous a donné la salle jusqu'à 17h30, mais là, on est en train de décharger. Attendez, il ne faut pas finir. Mais en tout cas, d'élite jaillit la liberté. Il y a la dame, que je ne sais pas son prénom, qui a dit quelque chose de bien. On doit aussi commencer à se prendre en charge. Je finirai là-dessus avec un autre espoir. On entend parler aujourd'hui du virus Ebola. Ce virus Ebola a été découvert dans mon pays d'origine, mon pays natal. En attendant que les Européens, les Occidentaux trouvent les protocoles, tout ça, ce sont les médecins congolais qui se sont réunis, qui ont pris des risques en disant non. Il faudra que, à partir des connaissances qu'on sait, qu'on lit avant qu'on meure. C'est l'équipe de Jean-Jacques Mouyébé. Et ils ont réussi à inverser et à calmer. Et ils sont maintenant devenus des spécialistes mondiaux d'Ebola. Dans les notes d'espoir, il faut se prendre en charge. On a aussi des scientifiques, on a des intellectuels, des personnes avisées. Je prends l'exemple de ma ville ici, ville tanneuse. Quand on regarde les plaques des médecins, lisez les noms. Ce ne sont pas les descendants de Gaulois, des Caucasiens. Mais ils sauvent des vies, des Vultanésiens. Alors ceux qui sont tentés dans les discours des fascistes, ils doivent réfléchir. Comme disait Fernand Reynaud. Et on peut poursuivre les discussions. Il y a des livres qui sont là, malheureusement, avec mes livres. Mais s'il y a d'autres, la prochaine fois, il y aura des livres des autres amis. Et après, il y a des films de Silvio qui continuent la pédagogie à sa manière. Et Silvio et Mustapha, c'est Lilo s'il y a à compléter. Avant qu'on se disperse. Juste dire merci, José. Et moi aussi, même si on n'est pas nombreux, mais je pense que c'est les grains de riz qui remplissent les sacs. Donc, il y a des messages qui ont été diffusés et ils vont faire leur chemin. La légende du colibri. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Voilà. Merci à vous. Fidji, nous pas quelqu'un qui est craché. En les pieds, nous pas quelqu'un qui est marché. Nous savons ça, nous les qui côté nous qu'à aller. Africa force nous y. Oui, check les. Soleil levé, moi de bout de haut, moi qu'à glorifier. Force et courage, moi qu'à demander. C'est pas seulement les béguerres de piéger ou garer, moi qu'à implorer. Chaque jour, on les moi qu'à compter. Côté mauvais stayé, moi palayer. Moi les trouver, moi la liberté. Babylone, les trop fils, trop malice, complice, les moi palayer. Pas sous jugement, ça tombe. Méchant, esclave du méchanceté, yo. Ça y aussi, mais yo pour récolter. Maman nous pas enseigné, nous vanité. Faut nous servir l'esprit pour plus haut à peut guider. Méchant, esclave des méchancetés, yo. Ça y aussi, mais yo pour récolter. Maman nous pas enseigné, nous vanité. Faut nous servir l'esprit pour plus haut à peut guider. Vraiment.
C'est pas jodi Babylone qu'a manigancé. Manière qu'on ka planète là pour loyer imposé. Pas qu'à richiler devant rien pour satisfaire vanité yo. Tiens yo, ami yo, pète bas faut mettre qui bon Dieu yo. 400 ans privation, m'en changer, m'en pas oublier. Ancêtres points te connaître bon Dieu avant Babylone rivé. Yo évangéliser peuple point pour mieux manipuler. Avant souffler, peuple point garder pour liberté. Méchant, esclave dit méchanceté yo. Ça yo si mais yo pour récolter. Maman nous pas enseigner nous vanité. Faut nous servir l'esprit pour plus haut.